retrouver sur la chaîne Géopolitique. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 à vous et à vos familles. Alors, cette année 2022, d'un point de vue géopolitique, s'annonce extrêmement tourmentée, comme l'annonce depuis plusieurs semaines. Alors, sur plusieurs fronts, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, que ce soit sur un possible conflit entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit un possible conflit entre la République populaire de Chine et l'île de Taïwan, et surtout un conflit au Moyen-Orient semble désormais à portée de vue dans les prochaines semaines. Et en fait, c'est bien pour ça que pour l'instant, peut-être l'année 2022 pourrait commencer, non pas par une guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme vous pouvez le penser peut-être il y a quelques jours, mais peut-être plutôt désormais, on peut imaginer qu'un conflit au Moyen-Orient émerge dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, au cours du mois de janvier 2022 ou au plus tard février 2022. Et c'est tout l'objet de cette vidéo, de comprendre pourquoi, en réalité, désormais, l'attention devrait être portée sur un conflit au Moyen-Orient. Bienvenue dans cette vidéo donc consacrée à un possible embrasement en ce début d'année 2022 au Moyen-Orient. Alors la question, évidemment, les regards s'étaient plutôt tournés sur un possible conflit entre la Russie et l'Ukraine en début 2022. En effet, dans les vidéos précédentes, on parlait d'une date d'invasion janvier 2022, mais peut-être pour l'instant, cette date pourrait être repoussée. Ceci reste à voir. Il n'est pas non plus exclu qu'il y ait en tout cas un conflit entre la Russie et l'Ukraine en ce début d'année 2022. Mais les regards devraient plutôt peut-être se tourner en réalité vers la région du Moyen-Orient, car là, il y a véritablement une constellation de facteurs qui pourraient pousser dans les prochains jours ou au plus tard dans les prochaines semaines à un conflit. Alors, quels sont justement ces facteurs? On va essayer de les passer en revue dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il y a la question, il faut bien le dire, la question iranienne, qui là, si vous voulez, arrive, si vous voulez, au bout du bout, si j'allais dire, puisque là, on est au 7e niveau de négociation, le 7e round de négociation qui va probablement aboutir de nouveau à un échec au cours des prochains jours. Alors, à moins d'une surprise inattendue, l'échec des négociations est donc désormais inscrite dans le marbre. Et donc, la question qui se pose désormais, quelle va être l'alternative à cet échec? Que va-t-il se passer en cas d'échec des négociations? Car il faut être très très clair sur cette question. L'Iran est un pays exsangue économiquement, mais à son apogée militairement. L'Iran vient d'annoncer le lancement d'une fusée vendredi, ce qui montre que ce pays appartient, si vous voulez, au pays qui désormais dispose de missiles balistiques à longue portée, ce qui n'est pas non plus à la portée de tous les pays, en particulier d'un pays quand même sous sanction depuis de nombreuses années. Et donc désormais, si vous voulez, l'Iran pourrait désormais, en cas d'échec des négociations, utiliser justement cet arsenal militaire qu'elle développe depuis des années, dont elle, si vous voulez, dépense d'importants deniers publics, justement pour arriver à être une puissance militaire. Et donc tout simplement, utiliser cette capacité de projection qu'a l'Iran et donc tout simplement lancer des hostilités au cours des prochains jours. D'autant plus que d'autres facteurs, si vous voulez, outre l'échec de possibles négociations sur le nucléaire iranien, pourraient, si vous voulez, se superposer. À commencer déjà par dès demain, lundi 3 janvier, on commémorera les 2 ans de l'assassinat du général Qassem Soleimani et ainsi que du chef des forces de mobilisation populaire irakienne, Abu Ali al-Mandis, qui avait aussi été tué dans l'avion avec Qassem Soleimani. Donc, quand je dis les forces de mobilisation populaire, j'entends bien les Shamal Shabi, pour ceux qui sont plus familiers avec ce terme. Et donc demain, il faudra voir comment les choses aussi tournent. Est-ce que finalement, pourrait-on pas assister à un événement dramatique pour commémorer justement les 2 ans de l'assassinat de Qassem Soleimani et de Abu al-Mandis? Notamment, on pourrait peut-être assister à des tirs de missiles sur les bases états-uniennes se trouvant en Irak. D'ailleurs, dès aujourd'hui et même hier, en prélude aux commémorations de l'assassinat de Qassem Soleimani, d'importantes manifestations avaient eu lieu en Irak. Par ailleurs, depuis quelques semaines, on assiste à des tirs réguliers de missiles sur des bases américaines en Irak.
Donc on pourrait peut-être assister demain, si vous voulez, à un événement spectaculaire, voire dramatique. Ceci n'est pas à être exclu et donc des possibilités de représailles peut-être du côté états-unien. Un autre facteur qui pourrait se superposer à la situation actuelle, c'est le variant Omicron. Alors que vient faire là, si j'allais dire le variant Omicron dans toute cette, si vous voulez, dans l'actualité géopolitique, c'est que ce qui se passe, c'est que ceci pourrait perturber beaucoup de choses, notamment si vous voulez dans un pays comme Israël qui vient d'annoncer par la voix de son directeur du ministère de la Santé qu'un tiers des Israéliens pourraient être affectés au cours des prochaines semaines. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein? Ça veut dire que tout simplement, peut-être évidemment, tout simplement, les choses seront très difficiles si vous voulez, cela limitera la capacité de l'armée israélienne peut-être à se projeter dans une guerre. Et donc, si vous voulez, cette position de vulnérabilité peut-être pourrait être saisie par d'autres acteurs, à commencer évidemment par l'Iran, mais également par le Hezbollah ou par les groupes armés à Gaza, pour justement lancer des offensives. Et d'ailleurs, dès hier, on a eu comme information que deux roquettes ont été tirées au large des côtes de Tel Aviv. Alors, s'agissait-il de tirs intentionnels ou non? Il est très difficile pour l'heure d'avoir une opinion très claire. Ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est qu'il est quand même difficile de croire à cette piste qu'il s'agit d'un tir inintentionnel, non voulu, d'un simple problème technique, car en réalité, si vous voulez, le calendrier est quand même assez propice pour une guerre, du fait que, comme je l'ai dit, probablement les groupes armés gazaouis comprennent que l'Israël sera paralysé probablement au cours des prochaines semaines et que donc peut-être il y a une fenêtre de tir en fait pour lancer une opération militaire. Et aujourd'hui, fait inhabituel, les groupes armés gazaouis ont tenté d'abattre un hélicoptère israélien. Alors, c'est la première fois que les groupes armés gazaouis utilisent un missile sol-air pour justement abattre un hélicoptère israélien. Ils n'ont pas réussi, mais ils étaient tout proches de réussir. Et ceci montre qu'en réalité, peut-être en réalité, le tir d'hier montre tout, qu'il était sauf non intentionnel et bien intentionnel, quand en réalité, il y avait un calcul, si vous voulez, tactique derrière ce tir, comme le montre la tentative de vouloir abattre cet hélicoptère israélien aujourd'hui. Voilà donc, voilà un petit peu, si vous voulez, tout le contexte qu'il y a actuellement qui pourrait, si vous voulez, pousser la région à une guerre. Donc on voit de plus en plus, si vous voulez, l'étau se resserre en termes de conditions favorables pour une guerre. Alors on le dit ça depuis plusieurs semaines, on le répète ça sur cette chaîne, tout, même voire presque un an pour ceux qui y suivent, mais cette fois-ci on voit bien quand même objectivement que l'étau se resserre et qu'on se dirige de plus en plus vers un scénario possible de guerre. Alors c'est pas non plus, c'est pas inéluctable, mais toutefois, on voit bien on a du mal à voir qu'est-ce qui, si vous voulez, pourrait empêcher cette guerre. C'est bien pour ça que je pense qu'une guerre pourrait en fait avoir lieu très franchement au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, tant, si vous voulez, les choses se cristallisent, ne serait-ce que sur le programme nucléaire iranien. L'Iran a dépassé le seuil des 60% d'enrichissement. Or, pour atteindre les 90%, pour, si vous voulez, avoir la matière fissile à des fins militaires, il est très simple d'atteindre les 90% une fois franchi les 60%. Le plus dur dans ce programme nucléaire est d'atteindre les 60%. Or, ceci semble avoir été franchi par les scientifiques iraniens. Et donc, tout ceci, encore une fois, va pousser sans doute les acteurs états-uniens et israéliens peut-être à une offensive militaire pour tenter de freiner le programme militaire iranien. Mais quid des représailles iraniennes, que ce soit au sud Liban, que ce soit en République Houthi proclamée ou à Gaza? On voit bien qu'aujourd'hui l'Iran est sur plusieurs fronts et peut en fait lancer une guerre sur plusieurs fronts. Et donc il conviendra de voir au cours des prochaines semaines si tous ces facteurs que j'ai énoncés se cristalliseront et qu'en fait une guerre émergera dans la région.